L'amélioration de l'espérance de vie implique obligatoirement le vieillissement de la population. D'autre part, le diabète est en expansion épidémiologique. Cela veut dire qu'il y a une augmentation de la prévalence du diabète sucré chez les personnes âgées. Un quart des diabétiques est âgé de plus de 75 ans. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du diabète chez le sujet âgé. Cette vidéo est destinée a priori aux praticiens qui touchent au diabète, aux résidents et aux spécialistes. Dans cette vidéo, nous aborderons donc d'abord le sujet âgé, comment le définir, ses particularités, mais aussi les objectifs à atteindre, et cela selon les différentes sociétés savantes, et nous verrons que bon nombre de leurs positions peuvent être parfois divergentes et parfois convergentes. Comment définir un sujet âgé? Le définirions-nous par un chiffre ou par autre chose? Plusieurs chiffres sont avancés. Il y a qui parlent de 65 ans, de 60 et parfois de 75 ans. Généralement, il est admis que c'est 75 ans par la plupart des praticiens. L'OMS avance un chiffre de 60 ans, tandis que l'ADA et l'Endocrine Society avancent un chiffre de 65 ans. Mais est-ce le plus important, le chiffre, alors qu'il y a beaucoup de différences entre une personne et une autre? Sachant qu'à l'ère moderne de la médecine moderne, qui prend donc une médecine centrée ou une approche centrée sur le patient, autrement dit personnalisée, il y a donc tout autre paramètre qui entre en jeu. Il faudrait avoir en tête la notion d'âge physiologique. On peut avoir une personne de 78 ans et plus qui peut être en parfaite santé, alors qu'on peut avoir quelqu'un de beaucoup plus jeune chronologiquement, mais qui est en état de sénescence extrême. Pour avoir une idée meilleure sur cet âge physiologique, il faudrait avoir donc la notion de fragilité. La fragilité, elle est définie par des caractéristiques propres au sujet âgé. Les particularités du sujet âgé. On retrouve un vieillissement sensoriel, une dégradation par exemple des fonctions rénales, mais aussi des fonctions cognitives. Selon ce concept de fragilité, on peut classer le sujet âgé en trois types. Le sujet âgé dit vigoureux, qui est un sujet chronologiquement plutôt âgé, mais qui a des conditions physiques extrêmement similaires à ceux d'un sujet plus jeune. Le sujet fragilisé qui présente une limitation fonctionnelle, motrice ou cognitive. Le sujet âgé dit malade qui présente un handicap qui est multitaré, qui présente un certain isolement social et qui est tout à fait dépendant généralement d'une tierce personne. L'Association canadienne de diabète propose un score nommé le score de Fraid qui permet donc de définir selon plusieurs questions la fragilité d'un sujet âgé. Ce score comprend 5 items. La perte de poids non intentionnelle de plus de 10 livres au cours de la dernière année, un épuisement auto-déclaré, une faiblesse, vitesse de marche lente et faible activité physique. 3 ou plus de ces critères permettent de définir un sujet fragile. Toujours selon l'Association canadienne de diabète, il existe également une échelle de fragilité selon Rockwood et Morehouse. Cette échelle présente 9 situations de fragilité croissante, de la moins importante jusqu'à la plus importante. Avant de parler de prise en charge du diabète chez le sujet âgé, on peut parler également du dépistage. Les recommandations de l'Endocrine Society de 2019 recommandent un dépistage à partir de l'âge de 65 ans, mais ça paraît bien sûr évident puisque ce dépistage il est indiqué à partir de l'âge de 40 ans chez toute la population générale. Cependant, donc, ce qui est recommandé dans cette
endocrine, c'est par une glycémie à jeun et ou une hémoglobine glyquée. En cas de chiffres anormaux, de prédiabète ou de facteurs de risque, une hyperglycémie provoquée par voie orale est recommandée et les mesures hygiéno-diététiques sont prescrites dès le stade de prédiabète. Venons-en maintenant au diabète chez le sujet âgé et ses particularités. Il n'est pas rare que le diabète sucré chez le sujet âgé soit révélé à l'occasion d'une complication aiguë. En l'occurrence, le coma hyperosmolaire lui-même favorisé par une affection intercurrente, généralement des signes cliniques bruyants à type de polyurie, de polydipsie. Il peut être généré ou favorisé par une corticothérapie et même parfois à l'occasion d'une pathologie pancréatique justifiant d'une imagerie systématique. Il peut être également révélé par une complication chronique. La particularité des complications chez le sujet âgé diabétique est le fait qu'elles engagent généralement le pronostic fonctionnel et justifient d'un dépistage personnalisé. On note une fréquence accrue des complications oculaires du diabète chez le sujet âgé, en l'occurrence la rétinopathie diabétique, mais surtout la maculopathie diabétique responsable d'une chute de l'acuité visuelle. Une fréquence plus importante donc de glaucome, mais aussi de la dégénérescence maculaire. Ces complications fonctionnelles constituent elles-mêmes donc un frein à la prise en charge en raison donc de la mauvaise vision et donc de la manipulation des médicaments, mais aussi l'insuline. Sans oublier la cataracte. La dégradation de la fonction rénale quasi habituelle chez le sujet âgé justifie d'une fonction rénale annuelle. La neuropathie et les lésions du pied peuvent être méconnues en raison donc d'altération de la sensibilité, mais aussi de certaines facultés cognitives justifiant donc d'un dépistage systématique. Et bien évidemment, on retrouve des atteintes cérébrales à type de troubles cognitifs, d'état démentiel, mais aussi de syndrome dépressif. Sur le plan cérébral, on peut basculer maintenant à la macroangiopathie avec bien sûr le fameux AVC qui voit son risque triplé chez le diabétique. Sans oublier donc l'importance d'un équilibre quasiment parfait au moment de l'épisode aigu. On sait que à partir de 1 g par 10, le risque de mortalité est triplé. D'où l'intérêt d'une bonne prise en charge avec une bonne insulinothérapie. Ce qui aurait par contre été remarqué, c'est qu'il y aurait une moindre fréquence d'AVC hémorragique. L'hypertension artérielle est également fréquente chez le sujet âgé et qui est à prédominance systolique. Sa correction permet de prévenir parfois donc la plupart des accidents cardiaques, mais aussi la démence. Les inhibiteurs du système rénine-angiotensine sont toujours privilégiés en première attention, mais aussi en association avec les anticalciques qui trouvent toute leur indication en bithérapie chez le sujet âgé. Le régime des sodés strict est plutôt proscrit. Pour ce qui est du JNC8, celui-ci recommandait un objectif à 14,8 et à 15,9 à partir de l'âge de 65 ans lorsque le patient avait moins de 80 ans. Chez les sujets de plus de 80 ans, avec une tension artérielle de moins de 15 cm3 systolique, il faudrait donc une diminution progressive de cette tension artérielle. Si la pression artérielle est très élevée, il faudrait diminuer seulement de 3 cm3. Chez les sujets dits en fin de vie, cibler moins de 16-10 sans diminuer à plus de 6 cm3 de tension artérielle diastolique. Alors que les recommandations de l'Endocrine Society de l'année dernière proposent donc un chiffre de 14,9 chez les patients entre 65 et 85 ans. Pour les autres patients à haut risque ayant pour antécédent un AVC ou une maladie rénale évolutive, on peut tabler sur 13,8. Les patients dits en fin de vie et qui présentent une dépendance ou une démence, l'objectif de la tension artérielle systolique se situe entre 14,5 et 16 pour la systolique et de 9 pour la diastolique.
L'insuffisance cardiaque est favorisée par l'hypertension artérielle, la coronaropathie, mais aussi la cardiomyopathie. Elle est initialement diastolique. Lorsqu'elle est installée, il faut faire très attention avec certains antidiabétiques oraux, surtout pour les glitazones et les inhibiteurs de DPP-4, mais aussi l'hypoglycémie vis-à-vis des sulfamides. Quant au régime DSOD, il faudrait donc essayer de peser ou de discuter son intérêt. Pour ce qui est de la dyslipidémie, il n'y a pas de grande différence, mis à part le fait qu'au-delà de 80 ans, les statines ne sont pas recommandées. Par contre, en raison du terrain, il faudrait faire très attention au risque de rhabdomyolyse en mesurant généralement les CPK dans présence de certains facteurs de risque comme l'hypothyroïdie ou l'insuffisance rénale. Cette mesure de CPK est systématique à partir de l'âge de 75 ans. Qu'en est-il de la maladie cardiovasculaire athéroscléreuse et de la mise ou non sous aspirine? L'Endocrine Society recommande la mise sous aspirine entre 75 et 62 mg par litre d'aspirine par jour en prévention secondaire. Cette prescription doit d'abord peser bénéfices et risques, notamment le risque hémorragique, et pourquoi pas en accord avec certains confrères en décision collégiale. Tout l'intérêt de l'abord de cette question du diabète sucré chez le sujet âgé tourne autour d'une complication majeure qui est vraiment au centre de nos préoccupations. Cette complication n'est autre que, vous l'avez deviné, l'hypoglycémie. Le sujet âgé dont la fonction rénale a tendance à s'altérer, qui a une alimentation plus ou moins irrégulière et aléatoire, qui a un ressenti très émoussé des symptômes de l'hypoglycémie, mais qui est également polymédiqué, on voit qu'il est très à risque de développer des hypoglycémies. Cette hypoglycémie peut être très délétère chez ce patient, car elle expose au risque de chute, de complications cardiaques ou neurologiques. D'où tout l'intérêt donc d'une très bonne éducation et d'une excellente prévention de cette complication potentiellement mortelle. Nous venons maintenant aux objectifs glycémiques. Pour se fixer des objectifs glycémiques chez notre patient diabétique âgé, il faut évaluer son état clinique avec une bonne évaluation gériatrique sur ses fonctions cognitives, sur son état de santé, sur ses ressources, son mode de vie et ses conditions psychosociales, mais aussi économiques. Un meilleur contrôle glycémique a été associé à moins d'incapacité et à une meilleure fonction. L'accent a été mis par les recommandations surtout sur la glycémie postprandiale. La variabilité glycémique est associée à une mauvaise cognition. Le dysfonctionnement cognitif est un facteur de risque d'hypoglycémie, sans oublier les conditions du patient lui-même, avec la chute de la sécrétion du glucagon liée à l'âge expose à un risque accru d'hypoglycémie, sans oublier donc son caractère polysymptomatique qui fait que l'hypoglycémie soit détectable à un stade de neuroglucopénie potentiellement très délétère sur le plan neurologique mais aussi cardiaque. N'oublions pas ce qu'ont apporté les études ACCORD et VADT. Plus le diabète est ancien et compliqué, plus le traitement intensif devient délétère. La majorité des recommandations s'accordent à dire que l'objectif chez le diabétique âgé dit vigoureux ou en bonne santé est similaire à celui d'un diabétique plus jeune, en l'occurrence généralement pour l'objectif standard de 7% de façon plus ou moins générale. Pour les autres types de sujets âgés diabétiques, il est clair que les chiffres d'hémoglobine glyquée sont beaucoup plus élevés, mais à des différences près que nous allons voir. L'Association canadienne du diabète rapporte un chiffre d'hémoglobine glyquée à atteindre chez le sujet diabétique âgé fragile de moins de 8,5%, avec une glycémie à jeun entre 0,9 et 2,16 g par litre en fonction de la gravité, tout en évitant tous les symptômes de l'hyperglycémie et bien sûr mettre en place tous les moyens de prévention de l'hypoglycémie. Chez le sujet qui est beaucoup plus malade, il faudrait donc avoir un objectif hémoglobine glyquée beaucoup plus large sans préciser de chiffres
selon ces recommandations, mais aussi faire très attention à la prévention des hypoglycémies. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé de France en 2013 recommandent des chiffres assez simplifiés pour l'hémoglobine glyquée, donc respectivement 7, 8, 9 pour les patients vigoureux, fragiles et malades. Particularité pour le sujet malade, donc éviter toutes les complications aiguës et les symptômes avec des glycémies préprandiales oscillant entre 1 et 2 grammes par litre. La plupart des consensus ADA-EASD rapportent donc un chiffre en général chez les sujets âgés de moins de 7,5 à 8% d'hémoglobine glyquée. Ce chiffre se verrait à la hausse donc de plus de 8% pour des sujets dits malades. Par contre, pour les sujets âgés qui sont vraiment en très bonne santé, on peut tabler sur 7 voire 6,5%. Alors que les dernières recommandations de l'ADA seul en janvier 2020 rapportent donc un chiffre d'hémoglobine glyquée de moins de 7,5% chez le sujet âgé et chez le sujet en mauvais état général entre 8 et 8,5%. L'Endocrine Society rapporte des chiffres de glycémie capillaire. Une glycémie capillaire à jeun ou préprandiale entre 1 et 1,40 g et une glycémie postprandiale entre 1,40 et 1,80 g par litre pour bien sûr les sujets fragilisés ou malades. La Société francophone de diabète en 2019 recommande moins de 7% pour les sujets âgés vigoureux, moins de 8,5% pour les sujets âgés dits fragiles, et il faudrait absolument que cette hémoglobine glyquée soit supérieure à 7,5% si ceux-ci sont sous traitement hypoglycémiant de type sulfamide ou insuline. Chez le sujet âgé malade, l'objectif hémoglobine glyquée est de moins de 9% avec une glycémie préprandiale entre 1 et 2 g par litre. Cette hémoglobine glyquée doit être absolument supérieure à 8% avec une glycémie préprandiale supérieure à 1,40 chez les sujets traités par sulfamide ou insuline ou tout autre traitement pourvoyeur d'hypoglycémie. La Société de gériatrie de Hong Kong recommande chez le sujet vigoureux entre 6,5 et 7% d'hémoglobine glyquée, entre le sujet dit fragile entre 7 et 9% d'hémoglobine glyquée aux alentours donc de 8,5%, et pour le sujet dit en fin de vie, plus de 9% d'hémoglobine glyquée, voire libre choix. Comment se retrouver entre cette grosse disparité des chiffres d'un point de vue pratique, mais aussi d'un point de vue, si vous voulez, théorique, quand vous allez passer un examen? Très bien. Alors, d'un point de vue pratique, il est clair que nous n'avons pas dans notre stylo qui va prescrire de l'insuline ou quoi que ce soit, quelque chose qui va fixer un chiffre directement. Non, c'est des tendances. C'est comment se comporter avec le patient, et on peut se comporter avec notre patient de façon, si vous voulez, tridimensionnelle ou à triple, si vous voulez, un triple approche. Donc, on peut, sans parler trop de chiffres, de se dire que je vais être strict avec le patient vigoureux, je vais être moyen ou bien modéré avec le patient fragile, et je vais être très très large avec le patient plutôt malade. Aussi à tenir compte, si on arrive à ne pas avoir d'hypoglycémie avec un patient chez qui facilement on peut atteindre le 6,5%, je dirais pourquoi pas, même s'il est dit fragile, tandis que se fixer un objectif à moins de 8% au prix d'hypoglycémie sévère et très délétère, où on est donc le bénéfice. Comme on dit, pour le sujet âgé vigoureux, la plupart des sociétés savantes s'accordent sur le fait d'avoir un objectif hémoglobine glyquée standard aux alentours de 7%. Il me semble assez raisonnable de fixer un objectif donc entre 8, 7,5, 8% pour le sujet dit fragile, et il reste donc au bon sens du clinicien de osciller entre tel ou tel chiffre en fonction des possibilités du patient et surtout du risque d'hypoglycémie, et ceci peut se voir donc avec la pratique et avec donc la particularité de chaque individu. Pour les sujets âgés dits vraiment malades, je pense que l'hémoglobine glyquée
pourrait être un indicateur, mais ce n'est pas forcément l'indicateur le plus important. Il faudrait donc d'abord essentiellement assurer donc l'absence de symptomatologie gênante de l'hyperglycémie, éviter les complications aiguës et surtout éviter les hypoglycémies. C'est, si vous voulez, donc vraiment le confort du patient. C'est quasiment dans le palliatif. D'où l'intérêt d'un excellent profiling pour d'un côté se fixer de bons objectifs, mais aussi de choisir le meilleur traitement qui soit approprié à la situation de notre patient. Il faudrait presque à chaque consultation, ce qui est recommandé, c'est de façon annuelle, de revoir les capacités cognitives du patient qui sont extrêmement importantes pour mettre en place une thérapeutique, un programme et une éducation. Enquérir des antécédents médicaux, du profil psychologique et de l'autonomie, dépister les syndromes gériatriques, les troubles cognitifs, mais aussi s'assurer s'il y a une polymédication, la dépression, l'incontinence urinaire, l'incapacité motrice. Plus le patient a des troubles cognitifs, plus on a tendance à simplifier le schéma. Les mesures hygiéno-diététiques peuvent être mises en place par un programme d'éducation thérapeutique patient dans le cadre donc du DSMES, Diabetes Self-Management Education Support. Les mesures hygiéno-diététiques dites non pharmacologiques sont préconisées en première intention seules sans metformine selon les recommandations de l'Endocrine Society. La diététique ne devrait pas être trop restrictive, une bonne ration de protéines pour éviter la dénutrition. Il faut savoir équilibrer et trouver le juste milieu entre le risque de dénutrition et la surcharge pondérale. Respecter les plaisirs, mettre en place une activité physique pragmatique en tenant compte de l'état cardiovasculaire, mais aussi des possibilités fonctionnelles. Et la règle générale pour le traitement pharmacologique est de minimiser le risque d'hypoglycémie. La metformine demeure toujours la molécule de première attention selon la plupart des recommandations, tout en faisant attention à la fonction rénale ou à d'éventuelles autres contre-indications ou de précaution d'utilisation. Cette molécule ne serait pas vraiment intéressante à partir de l'âge de 80 ans. Après la metformine, adjoindre une autre médication, de préférence de moindre risque d'hypoglycémie. La Société francophone de diabète en 2019 privilégie en deuxième intention donc les inhibiteurs des DPP4 en adjonction avec la metformine. Cependant, il faudrait faire très attention, surtout si le patient présenterait un quelconque risque d'insuffisance cardiaque, notamment avec la saxagliptine. Si l'on est amené à utiliser des sulfamides, il faudrait privilégier ceux à demi-vie courte et ceux qui sont le moins pourvoyeurs d'hypoglycémie. Le répaglinide n'est pas recommandé à partir de 75 ans par manque d'études. La carbose est un bon produit, mais qui demeure à effet modeste pour ce qui est de la glycémie. Les glitazones, on connaît très bien le risque d'insuffisance cardiaque, de tumeur vésicale, mais aussi de risque fracturaire chez le sujet âgé. Les incrétines présentent un faible risque d'hypoglycémie et sont très intéressants de par leur réduction des effets ou des complications cardiovasculaires, mais aussi de la tension artérielle. Cependant, il faudrait peser leur effet sur le poids. L'insuline demeure le traitement de choix chez le sujet âgé diabétique en raison de l'absence de contre-indication, de la présence donc de vertus anabolisantes et de son efficacité qui est tout à fait claire, mais aussi des hypoglycémies qui pourraient être contrôlables par rapport à celles provoquées par les sulfamides. Cependant, la mise en place d'une insulinothérapie requiert une très bonne éducation en insistant sur l'autosurveillance si celle-ci est bien sûr possible. Privilégier les insulines basales, surtout si elles sont analogues par rapport aux basales humains. Simplifier les schémas au maximum. Privilégier les prémix par rapport au self-mix. Privilégier, si vous voulez, donc les schémas qui utilisent le moins de molécules pour qu'il n'y ait pas donc risque de confusion. On commence par un traitement oral à base de metformine, ensuite en bithérapie on ajoute
une autre molécule, généralement un sulfamide ou autre. Et enfin, lors de l'initiation de l'insulinothérapie, on peut être amené à donner donc une insuline plus la metformine, voire même une basale seule. Et ensuite, on y va. Donc, l'arbre décisionnel ne diffère pas tellement des arbres décisionnels connus, sauf que certaines particularités pour le choix d'une ou d'une autre molécule. Pour ce qui est de l'insulinothérapie, privilégiez le moindre nombre d'injections et le moins nombre de types d'insuline utilisés pour simplifier au maximum le schéma. Les modalités d'autosurveillance pour les sujets vigoureux ne diffèrent pas de ceux du sujet plus jeune. Pour les sujets âgés dépendants, s'ils sont sous insuline, il faudrait faire une glycémie capillaire avant chaque injection d'insuline. Lorsqu'ils sont sous traitement oral, donc une glycémie capillaire environ 2 fois par semaine. Et faire très attention aux hypoglycémies, mais aussi lors de la mise en route des traitements hyperglycémiens. De nos jours et dans le contexte particulier, la télémédecine prend de plus en plus de l'ampleur et est très à la mode. La télémédecine améliore le contrôle glycémique, lipidique et tensionnel. Elle améliore également le bien-être psychosocial et l'activité physique. Elle a réduit significativement le nombre des hypoglycémies et on pourrait également s'affranchir des disparités régionales ou ethniques, permettant également donc des traitements d'urgence rapides et une réduction nette du nombre des hospitalisations. Pour conclure, donc le sujet âgé, c'est avant tout un âge physiologique, d'accord? Un bon profiling en voyant donc une approche centrée sur le patient, en mettant l'accent donc sur les complications gériatriques, ses particularités et les fonctions cognitives, une meilleure simplification du traitement, une classification ou une stratification des patients du plus fragile au plus vigoureux, et de cette manière, on peut donc placer notre patient dans l'objectif qui lui est donc approprié. Voilà, j'espère que ce cours du sujet âgé diabétique vous a plu ou a été intéressant. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à commenter et je me ferai toujours donc un grand plaisir à vous répondre. Si vous avez également des compléments d'information, ça serait vraiment très intéressant d'apporter quelque chose à ce sujet passionnant. Et au revoir.